merci à toutes et à tous, étudiantes, étudiants, personnel administratif, enseignantes et enseignants de l'école, puisque M. Falocci nous a fait le plaisir de faire cette présentation en priorité à nous, utilisateurs. Donc on accueille bien entendu l'équipe de maîtrise d'ouvrage de la région qui est parmi nous. Et nous allons donc assister à la présentation de Pierre-Louis Falocci, puis procéder à un petit échange ultérieur. Vous avez vu que vous pouvez poser des questions par chat. Dans un premier temps, c'est donc une présentation du projet pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire partie du comité de suivi. Je voulais simplement rappeler que au terme du jury de concours, lorsque l'équipe de maîtrise d'œuvre a été choisie, nous avons immédiatement, avec l'accord de la région et de l'équipe de maîtrise d'œuvre, mis en place un comité de suivi qui a pour rôle d'échanger régulièrement avec les concepteurs. Ça s'est réalisé dans de très bonnes conditions, avec des réunions qui ont permis aux usagers, ou en tout cas à ceux qui les représentaient, de s'exprimer en posant des questions, en manifestant aussi des besoins et en formulant des requêtes qui ont été accueillies par une équipe de maîtrise d'œuvre à l'écoute. Ce processus d'échange va se prolonger en fin de phase APS. Des groupes de travail sont d'ailleurs à l'œuvre pour prolonger cet échange, y compris pendant la phase APD. Mais dans l'immédiat, à force de repousser la présentation en espérant qu'on pourrait faire cette présentation en présentiel, on a décidé, j'aurais souhaité des meilleures conditions, mais on a souhaité ne pas retarder et faire cette présentation in situ à l'école, mais en visio pour les diverses communautés qui y assistent. Voilà, je n'en dirai pas davantage. Je vais donc céder la parole à Pierre-Louis Falocci, à qui je souhaite la bienvenue au nom de toute notre communauté, et lui préciser que nous l'accueillons avec beaucoup de plaisir et d'impatience pour pouvoir visionner, écouter et ensuite échanger. Eh bien, bonjour. Je voudrais remercier cet accueil. C'était très important pour moi de venir présenter dans les lieux ce projet et vraiment à l'école d'architecture de Toulouse. J'ai été très ému que le projet ait été choisi. C'était pas évident. Ensuite, je voudrais remercier la région, évidemment. Remercier aussi la maîtrise d'ouvrage déléguée, Marca, et puis qui fait une espèce de liaison avec les interlocuteurs, et le fait que l'école participe d'une manière importante aux réunions, et ce projet d'ailleurs depuis qu'il a été dit lauréat, il a subi avec plusieurs réunions des enseignants et d'un groupement représentant l'école qui a fait des remarques qui nous semblaient pertinentes et sur lesquelles nous avons déjà transformé le projet et que nous allons montrer aujourd'hui. Voilà. Je voudrais rappeler que nous sommes une équipe, c'est-à-dire il y a Aegis Sud-Ouest, il y a Etamine, il y a l'agence d'architecture. Et à ce sujet, je voudrais juste, pour des étudiants qui ne connaîtraient pas, vous connaîtraient mal, montrer quelques projets très rapidement pour situer un petit peu les obsessions d'un travail et les convictions d'un travail très lié à l'architecture et au paysage, très lié à la notion de patrimoine, mais toutes les formes de patrimoine, c'est-à-dire le patrimoine du monde d'aujourd'hui, du passé, et de voir comment, dans ce sujet ici, la confrontation avec le patrimoine du XXe siècle nous semble d'une importance considérable,
Et puis, un immense attachement, évidemment, à la question de la haute qualité environnementale, voire, on va le voir sur certains projets, à des notions de récupération ou d'incrustation dans des sites. Donc, l'importance du lieu et l'importance d'un thème qui, pour moi, est très récurrent dans le travail, et qui d'ailleurs a été bien traité dans l'école de Toulouse, c'est la question du régionalisme critique. C'est-à-dire que, évidemment, l'histoire de l'architecture, comme toutes les disciplines, a une histoire culturelle dont le mouvement moderne fait partie, mais dont l'importance du lieu, la proximité des matériaux, les caractéristiques régionales de chaque pays ou de chaque région font que l'architecture ne peut pas être la même et il ne peut pas y avoir cette notion d'internationalisme qui était devenue un peu exacerbée et que justement le groupe Team 10 a parfaitement critiqué. Donc on va voir rapidement quelques images. Voilà, c'est un projet qui a plus de 20 ans, hein, qui est un musée de la civilisation celtique qui est installé dans l'unique clairière qu'il y avait dans cette forêt et au pied de ce qui est aujourd'hui le plus grand centre archéologique d'Europe, hein, c'est-à-dire c'est un lieu de fouille absolument exceptionnel puisqu'on trouve des traces romaines, gallo-romaines, moyenâgeuses, etc., de Bibracte. L'importance dans cette deuxième image, c'est une notion qu'on va retrouver d'ailleurs, c'est-à-dire que les convictions, finalement, elles sont permanentes quand on ancre, on commence à ancrer un discours, à la fois quand on est architecte et enseignant, comme je le suis encore. Les convictions se déclinent, mais elles restent, elles s'affinent et elles accompagnent les grands moments de ce métier. L'image précédente, je vais juste la laisser, l'image précédente montre une notion qui a été une des caractéristiques de beaucoup de nos projets, qui est la notion d'incrustation par rapport à une topographie, plus que la notion d'un soulèvement par rapport à la topographie. Donc ça, c'est un thème qu'on retrouvera. Donc voilà, je montre un autre exemple, une autre image. Dans ce projet, il y avait un parking, et c'est un alignement de murs, et toutes ces pierres sont des pierres de Bourgogne récupérées dans les deux villages de Gluanglen et d'un autre village qui était un peu plus bas. Donc c'est un travail de récupération, donc on est en 96, et en 96 déjà, cette obsession de la récupération à proximité d'un site, cette obsession de l'importance d'une mise en œuvre ultra concentrée et très proche de la région, était déjà pour nous absolument fondamentale et le restera évidemment pour le projet que nous proposons aujourd'hui pour l'école de Toulouse. On continue. La question c'est un projet qui en fait avait 3 niveaux et finalement il n'en a que 1,5, toujours dans un travail de coupe très fin pour que jamais le paysage naturel soit altéré par le dimensionnement architectural. On continue. Voilà, un autre projet qui est un projet sur un mémorial de la bataille de Valmy, qui est un sujet important, qui était voilà, dans un concours où tout le monde a construit des bâtiments. Nous, on a creusé le sol, et enterré le centre de mémoire, et on a laissé évidemment en évidence l'image emblématique de cette bataille qui est son moulin, quand bien même a-t-il été refait 2 fois. Toute l'histoire du patrimoine, c'est une longue histoire. Voilà, à un moment donné, quand on est en haut, on a juste un cadrage qui accompagne le sujet sur le moulin. Et à l'intérieur, on a un musée où toute la muséographie est soulevée, et puis où finalement, tous les parcours ne sont qu'incrustations avec apparition et disparition du paysage, cadré, soclé, découpé. On continue. Voilà, continue. Ça, c'est pour parler de patrimoine. On est dans l'Est. C'est
C'est un château qui appartenait propriétaire de d'une industrie aujourd'hui complètement en ruine, château de Vindel. Et il y avait comme ça deux ruines et on nous a demandé de faire un centre civique. Et on a, entre ces deux bâtiments, fait un pont qui a reconstitué un espace public, une cour intérieure avec les traces au sol de l'ancienne aile du château, les deux ailes reconstituées et un bâtiment volontairement contemporain qui partitionne une forêt qui était résiduelle mais qui est devenue une vraie mise en valeur de forêt, qui met suivante. Voilà, on continue. Un autre projet, toujours sur cette histoire de confrontation entre un patrimoine, là on est en patrimoine début du XXe siècle, on est à Dunkerque, un learning center, on cisaille le bâtiment, on fait une montée, et d'un côté on a le learning center, de l'autre côté on a tous les services publics de la ville. Et dans la coupe en bas, en sous-sol, on a toutes les archives de la ville. Donc c'est un bâtiment qui est extrêmement, qui a été très important pour nous parce qu'il y a énormément de fonctions. Et finalement, tous les outils nécessaires à faire la ville ou à la futuriser étaient dans ce projet à travers un bâtiment début XXe siècle, comme l'étaient souvent ces vieux dépôts, là une halle à sucre. Mais on n'a pas voulu la démolir parce qu'on pensait qu'elle était un témoin de la mémoire collective de Dunkerque. Un autre projet aussi, toujours sur la question de l'ancrage en coupe, c'est-à-dire que dans une aile de château, comme ça, on voit un parvis qui en fait est un belvédère sur un parc résiduel aussi d'ailleurs. C'est-à-dire pas des vrais parcs urbains, des parcs qui restent parce que d'un côté il y a de grands immeubles un peu anonymes, pas intéressants, et puis tout d'un coup, par cette espèce de cadrage naturel, on a fait une école de danse qui est extrêmement discrète, et tout en pierre. Et donc aujourd'hui, là, quand on arrive, on voit un belvédère, et puis quand on s'approche, on a une entrée et on a dans le sol non, il faut aller un peu moins vite. Voilà, on a dans le sol des ronds de lumière. Et puis dessous, en coupe, on retrouve une salle de danse, une salle de spectacle, un cadrage sur le parc et voilà. Et sur le parc, une discrétion absolue du projet, alors que finalement, on est, à mon avis, très riche spatialement. Toujours des pierres de récup. Donc ça, c'est toujours un travail. On va dans le lieu, on demande, là, ce sont des projets, tous nos projets sont des projets de bâtiments publics. Donc là, c'était un maire, on lui a demandé où on pouvait récupérer un certain nombre de choses issues de démolition, de chantiers. On continue. Ça, c'est un projet qu'on peut voir je parle aux étudiants qui suivent cette revue que moi je suis depuis le début, qui est Casabella, que je considère comme une revue majeure de l'architecture, une revue italienne, qui suit notre travail depuis très longtemps et pour lequel j'ai une espèce de fidélité absolue avec Francesco Dalco et tous ces gens qui maintiennent la culture architecturale dans son actualité. Et ici, c'est à côté d'une orangerie que vous avez à droite, classée, une petite bibliothèque qui est à 2 niveaux en fait. Et quand on arrive par l'arrière, sur une passerelle, on franchit, et puis quand on rentre, on a quelque chose qui est très important pour moi, j'en ai pas encore parlé, c'est la question de l'écologie du regard, c'est-à-dire la question de l'optique, l'extraordinaire importance qu'a pour l'agence la question de la sélection intérieure vers l'extérieur, extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire le fait que tous les déplacements, et on le verra dans le petit film qui conclut pour présenter l'école, cette importance fondamentale que représente la question du regard, je ne dirais pas de l'espace, mais je dirais la question de la façon dont un architecte
avec peu de moyens, avec une économie de moyens, peut quand même fabriquer et orienter un discours dans un parcours. On continue. Dessous, on a tout l'espace de la bibliothèque en transparence. Donc ce projet ne devait pas enlever un seul arbre. Il était ossature métallique et tout le reste est en bois. On continue. Et on voit l'articulation entre la future salle de lecture et puis l'orangerie qui s'est, en dégaissant le tout, qui s'est levée avec le projet. Voilà. En passant, étant donné l'importance structurelle et la politesse par rapport au lieu qu'on devait avoir, il y a un petit dommage à Jean Prouvé avec la question de la double structure, celle qui est porteuse et celle qui soutient extérieurement le remplissage bois. Et c'est un projet de... Jean Prouvé, c'est quelqu'un qui me fascine absolument parce que je pense qu'il est d'une actualité extraordinaire, on y reviendra. Voilà. Dans le site, le projet, c'est très très simple. C'est sans doute le projet le plus, je dirais, le plus ancré dans le paysage et le plus proche des obsessions HQE qui actuellement alimentent de plus en plus l'agence. Et puis on passe au sujet qui nous préoccupe et qui était pas si simple, qui était loin d'être simple. Alors quand on voit l'état du paysage contemporain, finalement, souvent on voit les mêmes choses dans les banlieues de ville, c'est-à-dire qu'on a des traces de projets utopiques. Et ici, le travail de Candilis, on y viendra. Ailleurs, les travaux de Renaudie, non terminés, par exemple à Ivry, ou à Givors. Ailleurs, des projets de Bakema en Hollande, pas réalisés. C'est-à-dire cette utopie absolument magnifique, cette utopie sociale de Tinten. Et donc, on a aussi, comme dans toutes les banlieues, des bâtiments un peu anonymes, construits après les 30 Glorieuses ou pendant les 30 Glorieuses, mais qui restent non organisés et surtout ne participant pas à des plans, des études paysagères précédentes qui précéderaient. On a des traces d'histoire, comme le petit château en rouge que vous avez en bas, avec son parc. On a une université qui faisait partie du tracé et qui a été nettement modifiée. Et ça donne non pas un chaos urbain, mais une sorte de désordre. Donc on sent qu'avec peut-être, par l'occasion de l'école, avec peut-être 2-3 réflexions, on pourrait recoudre un peu le désordre urbain apparent. Quand on regarde un projet comme ça, donc quand on regarde cette image, l'image suivante, on voit que le petit château qui était en rouge tout à l'heure sur l'image a perduré ou s'est développé, ou c'est avec des bâtiments qui sont ajoutés, mais on voit que le parc, d'une certaine manière, son espace foncier, il est resté, et puis le départ paysager sur la gauche, il existe encore d'une certaine manière. Et on voit que la place de l'école en rouge de la future extension ou de l'école telle qu'elle est faite, cet espace-là, eh bien, il est quelque part à côté du parc. Et on continue. Si on repart sur une histoire plus proche, on a quelque chose que tous les étudiants de Toulouse connaissent et que tous les passionnés de cette aventure partielle et en voie parfois de démolition, ce type de tracé de Candilis et Josic Woods, ou Candilis Woods, enfin, les historiens peuvent discuter des heures parce que je sais qu'il y a des disputes sur l'identité des trois par rapport à ce projet, mais peu importe. Il y avait une idéologie, sociale, avec en même temps des utopies formelles, mais toujours cette notion de rue haute, de logement, de bâtiments annexes, avec à droite l'université, et puis tout à fait
à droite en haut, l'école telle qu'elle était prévue. Et donc, aujourd'hui, je crois que dans l'image suivante, aujourd'hui, il reste des traces donc, d'un geste utopique avec tous les problèmes que ça pose, dont le maintien, la conservation, et l'université qui a beaucoup modifié, et puis notre école qui est voilà, au milieu, là, en rouge. On continue. Et on s'approche. Alors, quand on s'approche de ce projet, on voit une chose très simple, c'est que l'école a grandi, le projet de Candilis a eu un agrandissement avec Malebranche et puis un autre agrandissement avec Almé des Verts. Tout ça dans des conditions de mode de production qui ne me semblent pas discutables, c'est-à-dire que chacun a fait ce qu'il a pu, le mieux qu'il a pu, dans des conditions qui étaient difficiles. Et puis un parking qui était là, mais avec la permanence quand même d'une certaine manière du parc, l'apparition de logements, de lotissements, l'apparition de bâtiments qui n'ont absolument rien à voir avec le plan initial de Candilis. Donc on est dans une situation dont on va essayer de profiter de ce projet pour recoudre un peu les choses. Sur Tim 10, là je le dis pour les étudiants, pour moi, le numéro d'Archives d'aujourd'hui, dans la période de Bernard Huette, qui a été pour la plus grande période plus grande période d'Archives d'aujourd'hui, c'est Bernard Huette. Le numéro de Tim 10 est absolument exceptionnel parce qu'il y a beaucoup de gens qui apparaissent ou qui apparaissent pas, comme quelqu'un comme Mathias Ungers, qui un coup il est cité chez Tim 10, et puis un coup il est cité dans le postmodernisme, et puis un coup il est cité dans le néo-rationalisme. Je pense que la sélection qui est dans ce numéro d'Architecture d'aujourd'hui, Tim 10 plus 20, et le texte de Brian Price Taylor est absolument magnifique. C'est-à-dire, c'est là que tout est dit. Il y a eu ensuite une grande exposition à la Cité de l'Architecture, il y a eu plein de choses, mais dans ce numéro, tout est dit, y compris d'ailleurs, les 2 pages sur l'école de Toulouse, avec un discours de Candilis à la recherche d'un sens nouveau au mot architecte qui résume quelque chose d'exceptionnel par rapport à ce qui précédait et qui explique clairement, pour moi, que ce groupe, Tim 10, qui n'est en fait qu'un groupe de noms, de gens, sont les prémices de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que les architectes de ce groupe, si on prend, on va voir quelques images après, mais il y a une idéologie, un travail théorique, une réflexion et une certaine contestation d'un internationalisme architectural que, mal ou bien interprété, on reprochait à Le Corbusier et à son équipe, et à quelques autres architectes, on reprochait cette forme d'internationalisme. Et je pense que Tim 10 ouvre un champ tout à fait différent, beaucoup plus social, beaucoup plus ouvert sur la question de l'architecture de l'urgence, l'architecture de l'après-guerre, l'architecture de la reconstruction, l'architecture simple, l'architecture d'un mode de production qui n'est plus le même, une architecture et dont les principes peuvent être valables pour des pays en reconstruction, pour des pays pauvres, tout comme pour le logement social français ou le logement social européen, en particulier dans des pays comme la Hollande, dans des pays comme l'Italie, et puis et plein d'autres architectes de Tim 10. Donc, le malentendu, je pense, sur Tim 10 pour la France, c'est prolif. C'est-à-dire, on a dit, c'est de l'architecture proliférante, alors il y a eu plein de tentatives.
Moi, je pense que Tim Ten, au contraire, c'est une utopie sociale avant d'être une utopie formelle. Et je pense que ce sont les prémices de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire un retour à une réflexion sur une architecture qui doit intervenir à tous les niveaux, du plus bas jusqu'au bâtiment public, avec une tenue et un respect, et surtout une tenue théorique. Donc dans ces gens-là, moi, il y a des architectes qui ont beaucoup compté pour moi. On va les voir. On a cette image, ces documents que je connaissais, mais en plus, il y a eu une édition que pendant le concours, on nous a envoyé. Donc, il y a cette espèce de magie structurelle, mais qui me renvoie à un architecte qui m'a énormément passionné, qui est Kurokawa. C'est-à-dire, moi, j'ai fait un diplôme d'architecte très influencé par Kurokawa, qui, lui, qui est japonais et qui n'appartenait pas directement à Tim Ten, mais avec le métabolisme japonais, va continuer. Et ce qui m'intéressait, c'est les débuts de ses travaux, parce que ses travaux étaient dans une architecture extrêmement... dans l'architecture de l'urgence, architecture avec une économie de moyens très simple, et quand même de l'espace, et quand même des dispositifs architectoniques. Voilà, on continue. Et cette rencontre entre Kurokawa et Jean Prouvé, qui se retrouve parce que, je pense, sur la question d'une structure très simple, avec des matériaux et des compléments de matériaux très simples, où le bois domine, je pense que il y avait une culture différente dans les pays liés à Tim Ten. Les gens se retrouvaient, et pas forcément sur la question du style, ou sur la question de l'architecture, mais ils se retrouvaient sur une forme d'engagement, une forme de cause. Et ça, je trouve ça magnifique. Et cette image est une image assez rare de voir comment Prouvé s'est toujours intéressé finalement un peu à tout, quoi. Donc on continue. Après, ensuite, évidemment, très important le travail d'Hermann Erzberger, parce que aujourd'hui, il est totalement repris, c'est-à-dire tout le monde dans l'école de Zurich, dans l'enseignement suisse, dans les enseignements scandinaves, tout le monde retrouve Erzberger avec cette notion de structure, mais de structure, image suivante, voilà, de structure où tout d'un coup la question des matériaux de complément, des matériaux simples, de mise en œuvre de matériaux simples, finalement rattrape l'époque d'aujourd'hui, où si on prend des architectes comme Lakaton Vassal ou des architectes comme Bruter, ou toute une génération qui arrive, ou une autre génération qui souhaite utiliser des matériaux biosourcés au maximum, c'est-à-dire on se rend compte que cette simplicité-là, elle est déjà dans le groupe Tim Ten. C'est-à-dire qu'elle est déjà dans le groupe Tim Ten, et en plus, je pense que des architectes que j'ai adorés après, comme Leviska, voilà, sont des gens qui indiscutablement ont été influencés par toute cette période. Continue. Un autre architecte qui faisait partie de Tim Ten et qui pour moi est absolument gigantesque, c'est José Antonio Coderch. Je pense que Coderch précède tout le travail de ventilation naturelle, tout le travail de choses qui nous préoccupent aujourd'hui. Il a quasiment dans ses bâtiments, avec ses filtres par rapport à l'ensoleillement, les plans de travail en plan, l'importance du logement, etc. Je pense que Coderch est quelqu'un de fabuleux, et il fait partie, pour moi, par rapport à ce groupe, d'une famille qui n'a pas beaucoup de rapport avec Candilis, mais qui intellectuellement a quelque chose de commun et fait partie de ces architectes qui précèdent le plus la notion de régionalisme critique, qui viendra plus tard, avec Sionis et avec Frampton. On continue.
On a Aldo van Eyck aussi, c'est-à-dire avec des matériaux ultra basiques, c'est-à-dire des choses très très simples, font quand même de l'architecture. C'est une très grande économie de moyens. Donc on n'est pas dans l'architecture emblématique, chère, spectaculaire, etc. On est dans des choses simples. Et tous ces gens-là, pour moi, rattrapent aujourd'hui, ils reviennent dans une actualité absolument énorme. On continue. Giancarlo De Carlo, évidemment, à Urbino. On continue. Voilà. Et on arrive sur une photo qui me passionne parce que c'est une photo du chantier de l'école de Candilis où, l'air de rien, on voit le parc à droite. On voit une espèce de terrain, je ne sais pas ce que c'était, alors il y a peut-être des gens historiens qui savent ce que c'est, c'était une arrivée d'hélicoptère, je ne sais pas du tout ce que c'est que le plan qui est devant, mais qui deviendra quelque chose, et on est avant la construction des bâtiments qui vont arriver, mais on a quand même cette permanence du parc, et on a l'apparition de ce travail qui est solitaire et donc n'est pas lié conformément au projet d'origine avec le grand projet urbain de Candilis Joseph. On s'approche, donc on continue, et avec un peu plus de recul, on voit là tout le désordre urbain qui est une caractéristique, je dirais, de toute la France, c'est-à-dire toute la France, et que dans ces semi-notions de chaos urbain ou dans cette façon de voir la ville, je pense que c'est les moyens d'arriver à rattraper les choses. À mon avis, ce sont les paysagistes français, tous les pionniers de l'école du paysage de Versailles, Corajou, Alexandre Chemetov et bien d'autres. C'est eux qui, héritiers de Jean-Claude Nicolas Forestier, ont commencé à re-regarder la ville en système de parc, à re-regarder que le chaos urbain pouvait se cautériser. Et donc, on est passé d'une réflexion qui n'était plus une réflexion d'architecture à architecture, qui était plutôt d'espace public, avec l'état des lieux, avec une forme d'éloge du banal, qui finalement n'avait pas une si grande importance, et par contre, une réflexion sur un travail profond de la requalification de l'espace public. Ce qui fera partie, entre autres, de l'attitude que nous avons eue. Donc, on continue. Et puis, on s'approche, alors on commence à voir la permanence du parc, on commence à voir le devenir du plan d'université qui a plus de rapport. On sait que la grande université que Candilis Joseph Wood, ce sera en Allemagne. Mais ici, le projet, c'est un peu... voilà, il a fait ce qu'il a pu. Et puis, on commence à avoir, donc, sur ce document, 3 parties en rouge, en haut à droite, c'est-à-dire la partie Candilis avec son extension, que je trouve respectable, la partie d'Almudévers, qui a joué un rôle important, qui est devenu presque, d'ailleurs, je dirais, photographiquement, avec la photo de l'entrée et son auvent, à un moment donné, et longtemps, et même encore aujourd'hui, l'emblème de l'école. Et puis ce trapèze qui reste, qui nous semblait plus, pour nous, il ne nous semblait pas possible de faire un bâtiment plus haut que le projet existant, c'est-à-dire une concurrence, encore une concurrence, quelle que soit sa qualité. Et il nous semblait beaucoup plus important d'avoir une greffe extrêmement discrète par rapport à une topographie et une géographie qui préexistaient. Et on continue. Voilà, et on a proposé donc de revoir peut-être ce parc, mais ce n'est pas notre sujet, en tout cas le requalifier, de créer une liaison qui était d'ailleurs suggérée par les services techniques de la ville, qui partait du parc pour aller chercher le quartier haut de l'image que vous voyez, et puis petit à petit, on continue, petit à petit, de se rendre compte que
le projet tel qu'il est aujourd'hui, c'est quelque chose qui a eu une origine très liée à Candilis ou à l'esprit de Kurokawa, l'agrandissement, et puis le travail d'Almudever qui a non seulement créé la demi-courbe tendue, mais aussi retravaillé toute une partie des toitures, des éléments, il a greffé un certain nombre de choses, c'est-à-dire que c'est un travail qui a eu le mérite d'agrandir cette école, de lui offrir 2 grandes salles qu'elle n'avait pas. Donc, une entrée qui est une entrée. Donc, il y avait quelque chose qui a permis, en tout cas, à cette école de perdurer et de s'empiler. Alors après, il y a évidemment des choses qui sont venues se rajouter, des baraquements, des trucs, mais pour moi qui ai commencé à enseigner à Paris-Tolbiac, qui était un dépotoir inouï sur la dalle du 13e arrondissement, ou qui était étudiant dans des baraquements à UP5 de mémoire, des baraquements qui étaient dans le Grand Palais, mais dans des conditions où on se prenait l'appui sur la tête. Voilà, je me suis dit, j'ai compris que l'école avait fonctionné et qu'elle avait besoin évidemment de grandir et d'avoir une nouvelle forme de dignité. Ce qui n'est pas une critique de ce qui précédait. Et on continue. On revient sur la fascination d'une trame, des sheds, tous orientés au nord. On continue. Et puis, le travail d'Almudever que je ne veux pas critiquer parce qu'à un moment donné, il a une position théorique, lui, sur le fait d'avoir un travail qui, petit à petit, annexerait à sa manière, d'ailleurs dans une tendance théorique dont il n'était pas le seul, à vouloir transformer cette école dans la figure de droite. Ensuite, on a commencé à réfléchir à la question de l'archéologie contemporaine. Quelle attitude à avoir sur la question de Candilis et de son annexe qui avait été créée par des anciens de chez lui? À mon avis, respect. Respect et après, réflexion. Sur Almudever, on a eu une réflexion qui consistait à dire, je dis ça parce que je l'ai vécu moi-même, c'est-à-dire que quand on commence à avoir un peu d'âge dans ce métier, on a des bâtiments qui sont menacés. Moi, j'en ai eu un qui a été totalement détruit, un autre qui a été totalement transformé. Celui qui a été transformé, celui qui a été détruit, c'était pour des bonnes raisons, des raisons urbaines que j'ai compris, etc. Bon. Donc, comme je ne suis pas quelqu'un de procédurier ou qui fait chier, je m'explique, je me suis essayé de m'expliquer, mais je crois qu'on est tous confrontés à un moment donné à la transformation des choses. Mais pour moi, il y a dans la question de l'archéologie contemporaine, l'archéologie du XXe siècle, pour moi, il y a 2 attitudes. Il y a une attitude physique et une attitude mentale. Pour nous, l'intérêt du projet d'Almudever par rapport à l'extension qu'on voulait créer, c'était que lui donner une permanence fonctionnelle. Et donc, au lieu de conserver l'émergence du projet, on a conservé sa tension, c'est-à-dire le mur soulevé que vous avez tous devant l'entrée, et puis on a travaillé son creux. Alors, suivante. Voilà, c'est-à-dire qu'on a incrusté à l'intérieur un certain nombre de fonctions, dont 2 amphis, qu'on a creusés. Parce que, et on voulait que la courbe tendue devienne, par emmarchement, le support de l'entrée, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement la liaison que nous souhaitions faire, et qu'on va détailler un peu plus tard. Voilà. Donc, on continue. On reviendra après. On continue. Voilà. La question par rapport à Candilis,
c'est le projet, il faut lui nettoyer tout ce qu'on a rajouté, les tuyauteries de partout, les machins, les trucs, parce qu'on est obligé d'avoir une attitude, je dirais, pour chauffer ce bâtiment. On y reviendra tout à l'heure. Donc, il faut moderniser tout ça. On avait une deuxième attitude, c'était la fascination de la structure comme système avec l'évolution libre à l'intérieur. Et on trouvait que les maquettes d'origine étaient pour nous comme des structures libres. Et tout d'un coup, l'attitude, c'est se dire, mais si on libère tous les espaces qu'il y a à l'intérieur, on peut avoir un festival de lumière et un incroyable espace. Même si l'espace aujourd'hui a des qualités, mais des qualités que l'on souhaitait faire passer dans le nouveau projet. Et donc, petit à petit, 3 attitudes. Première attitude, on fait un vrai travail de conservation de Candilis plus son extension. On fait un travail de réflexion sur l'Almudever, la courbe en emprise, mais cette fois-ci en creux avec les mêmes fonctions, c'est-à-dire que les grandes salles deviennent des amphis, mais l'idée d'accompagner les 2 grandes salles dans lesquelles on est ici, qui est quand même très agréable, donc voilà, de descente, puisque pour nous, c'est ici qu'on rentre. C'est-à-dire, c'est ici que va se faire l'entrée, dans cet espace-là. Et troisième attitude, comment faire l'extension, puisque dans le programme, il était demandé qu'une partie des ateliers reste chez Candilis, et puis une autre partie. Alors on a fait une chose qui nous est apparue très claire, c'est-à-dire de dire, finalement, on va mettre toutes les fonctions communes dans le bâtiment de Candilis et son extension. On va mettre toutes les grandes fonctions communes dans l'empreinte du bâtiment d'Almudever, en conservant la tension de son mur soulevé, et la courbe et en incruste. Et on va créer tous les ateliers dans la tranche que vous voyez en haut. Alors non seulement on va créer tous les ateliers, mais on va y mettre l'administration, on va y mettre le centre du traitement de l'image, on va lui mettre tout ce qui fait qu'une première tranche de travaux pourrait se faire dans une continuation totale de l'école telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire, on se dit, voilà, il y a une première tranche de travaux qui va se faire, l'école continue à fonctionner, y compris à Almudever, et en limite de tout ça, on construit tous les ateliers, et on construit la possibilité, puisque les chercheurs sont près du bâtiment, du parc, et qui pourraient y rester un certain temps, puisque l'école fonctionne telle qu'elle est aujourd'hui, eh bien, un chantier pourrait se faire à côté. Alors que toute autre solution aurait créé pour nous des microphasages interminables, d'une complexité extrême. Et là, les choses devenaient claires. Voilà. Après, l'extension du projet, pour nous, c'était certainement pas un bâtiment vertical, certainement pas un bâtiment de plus, c'était plutôt, comme on l'avait fait dans certains autres bâtiments, on n'a pas tout montré, mais une incrustation partielle du projet pour absorber l'impact d'un niveau et demi pratiquement, et puis avoir une émergence extrêmement basse, toiture plantée, arbres plantés, on verra après, parce qu'on plante 87 arbres dans ce projet, et puis les notions optiques qui vont apparaître pour que la périphérie du bâtiment de Candilis n'ait plus de transparence, ou peu de transparence sur les bâtiments périphériques. Ce n'est pas qu'ils soient maudits, mais c'est que par le dispositif paysager, on peut intimiser les échappées visuelles de tout le projet, d'ailleurs de l'ensemble de tout le projet, par rapport à des grandes hauteurs périphériques. Et ça, c'est les leçons, pour moi, d'un maître
qui va beaucoup vous étonner, qui est le nôtre. Le nôtre qui pour beaucoup est une espèce de décorateur du roi jardinier, et qui pour beaucoup est Versailles. Et pour moi, le nôtre, le génie, c'est Vaux-le-Vicomte. C'est-à-dire, à Vaux-le-Vicomte, le nôtre invente plusieurs siècles, bien avant le paysagisme d'aujourd'hui, quasiment tous les systèmes optiques, quasiment les murs végétalisés, le soutènement, et tout un univers que je n'arrêtais pas de montrer aux étudiants chaque année. Promenade sur les inventions optiques de le nôtre, sachant que j'ai toujours beaucoup moins aimé Versailles, parce que Versailles, c'est l'agrandissement d'un système optique qui marche beaucoup moins, alors que Vaux-le-Vicomte, c'est vraiment le génie total et la prémodernité absolument totale. Voilà, donc on a mis en place les choses, on continue. Selon les remarques qu'il y a eu avec le groupement de l'école et les remarques qu'il y a eu par des associations, on a fait un vrai travail paysager où on a souhaité intimiser l'espace de Candilis, mais non seulement l'intimiser, mais travailler par un travail de sol, qu'on expliquera tout à l'heure, la possibilité d'occuper ou pas au sol, en expérimentation, toute forme d'expérience, construction de bois, machin, etc., protection. Donc il y a un deuxième système d'attente. Et puis un parking paysager qui efface visuellement pratiquement toutes les voitures. Et on se rend compte que, pour nous, le parc rentre dans le système et que la notion de paysage et la notion du monde vivant me semble extrêmement important pour une école d'architecture, avec un choix d'arbres que vous verrez tout à l'heure. Je ne passerai pas des heures à vous les expliquer, mais simplement que je pense qu'une école d'architecture doit avoir, dans l'installation paysagère de son projet, des possibilités, en plus il y a des profs paysagistes, d'expliquer ce que c'est qu'une fosse d'arbres, ce que c'est qu'un drain, comment on plante, ce que c'est qu'un arbre, les noms latins, voilà, et qu'il y ait en même temps, aussi par le monde vivant, une pédagogie inconsciente ou consciente sur le projet. On continue. Sur le phasage, il est très simple. 1, on part de la gauche, l'école fonctionne. 2, le chantier en rouge. 3, on commence à intervenir sur la question entre Almude et Vert, et il y a un petit microphasage pour pouvoir faire le passage complètement à droite, c'est-à-dire un passage urbain qui va passer sous le hall, et le hall perpendiculaire qui va lier l'agrandissement et le projet Candilis. Voilà, ça donne un projet qui se clarifie, c'est-à-dire qu'on voit très bien qu'on a une véritable place urbaine qui va s'échanger avec la place urbaine du quartier en face. On voit bien qu'on a une liaison entre le parc qui va passer sous le hall. On voit bien une continuation à dominante ultra paysagère, très plantée, avec des différents niveaux de tapis vert par rapport au parc, dont on souhaiterait évidemment qu'il soit un peu requalifié, mais ça, ce n'est pas notre sujet. Il n'y a pas d'ambition à avoir là-dessus, simplement de dire que ce serait vachement bien que peut-être que ce parc ait un jour un budget pour qu'on ait non seulement une communauté d'arbres, mais en plus une communauté de traitement de sol par rapport au cheminement. Voilà, des choses très simples, ou de bancs, ou de luminaires, et de mobilier urbain. Voilà.
Et donc, on fait quand même une liaison entre un quartier qui est piéton avec une zone à 30 ou une zone à 20 qui sera devant le parvis. On continue. On commence à voir des fonctionnements très clairs qu'on va détailler, c'est-à-dire qu'en rez-de-chaussée, on commence à voir les ateliers en bleu, on commence à voir l'administration, qui d'ailleurs nécessite encore du travail parce que les utilisateurs la trouvent un peu trop rigide et ils ont raison, donc il y a du travail sur l'administration. On commence à voir en mauve, peut-être c'est l'image suivante. Et voilà, quand on zoome, l'administration est en jaune, la partie, on est dans la partie encaissée, les ateliers, et puis au-dessus, on a ça va peut-être un peu trop vite. On a une salle multifonctionnelle qui est au centre, divisible en 4, qui était dans le programme. Et puis, on a le centre du traitement de l'image, qui est en vert, et qui remplace quelque chose qui était, me semble-t-il, très mythique dans cette école, qui avait le nom de la boucherie, je crois, si je ne me trompe pas. Les amphis continuent. Et on voit ce que devient l'espace Candilis, avec la cafétéria, on verra des perces après, la cafétéria qui est en mauve, les associations qui sont en rose foncé, on part de la gauche. Après, c'est la salle des... tu peux m'aider 2 secondes, en bleu. La salle informatique, pardon. Ensuite, on a la salle des diplômes qui est en bas à droite, qui est une salle proche de l'accueil, une salle un peu sacralisée qu'on verra après. Et puis après, on a toute la bibliothèque en vert. Et puis le centre de recherche qui est sur 2 niveaux. On va voir tout ça en perse. On continue. Et à l'étage, les seules mezzanines qui restent, c'est la partie de l'extension. On continue. Voilà. Et puis, on commence à avoir une réflexion de structure contre structure, c'est-à-dire qu'on a un discours sur la structure, on a un discours sur l'arc tendu de l'héritage mental d'un nu des Verts, et on a un travail de portique, avec des portiques qui est dans un béton dont on parlera plus tard, avec un remplissage essentiellement de matériaux biosourcés. Donc, c'est structure contre structure, on monte, on continue, les cloisons, pareil, on continue. Voilà, dans les coupes, qui sont toujours des choses abstraites quand on projette, ça montre simplement une chose, c'est qu'il nous semblait important que l'extension soit plus basse que le projet de Candilis et de son extension. Il nous semblait important, sinon, pour nous, si on était monté plus haut, le projet devenait résiduel. Je pense que là, on fait un travail d'archéologie, à partir du moment où on fait un travail d'archéologie XXe siècle comme ça, je pense que le projet est plus une forme de socle très proche de l'échelle du parc pour laisser la rénovation de Candilis dans sa remise en état et je dirais sérieusement dans sa possible splendeur. On continue. Donc on voit les incrustations. Sur la question de la terre, on en parlera tout à l'heure. On va garder une partie de terre et on va rechercher dans les projets périphériques, parce que ça aussi, ça fait partie d'une forme d'éco-urbanisme, c'est-à-dire que de se dire que retirer de la terre quelque part, c'est pas aller déposer, c'est chercher dans quels autres chantiers il y a besoin de rembler. Donc il y a
une réflexion sur excavation, des blés remblés, mais pas forcément des blés remblés sur un site, mais des blés remblés sur des sites de proximité. Donc ça, c'est une réflexion qui a son importance. Et après, il y a aussi le stockage de la terre végétale, puisqu'il y a de la terre végétale de qualité sur le lieu. Donc, on y reviendra. Donc, on voit les coupes. Les coupes sont très, très, très simples. Elles sont très, très basses. On continue. Continue. La répartition des plantations a un rôle très important dans ce projet parce qu'on voit que en rouge, ce sont les arbres qu'on enlève. Il y a eu des plaintes sur des pins qui ont plus de 30 ans, qui ont une qualité, etc. Donc, on n'est pas rentré dans la polémique. Moi, une association qui se crée parce qu'on enlève des arbres, je ne vais pas aller l'emmerder. Je pense que c'est toujours de bonne guerre. Et c'est voilà. Simplement, par rapport au projet, nous, on a pris le PLU. On n'a pas joué avec les mots. Les pins ne sont plus conseillés par le PLU pour des chenilles processionnaires et autres boules qui se créent dans les arbres, etc. Donc aujourd'hui, les pins, c'est quelque chose qui pose un peu un problème. Et on ne va pas jouer là-dessus parce que s'il y a certains pins qu'on n'enlèvera pas, parce que ça serait complètement ridicule. Et donc, par contre, on a réparti des essences qui sont essentiellement du PLU, en jouant sur les 4 saisons et en alternant des persistants et des caducs, et aussi expliquer que les gens croient qu'un caduc ne perd jamais ses feuilles, un caduc perd ses feuilles, mais elles se remplacent plus rapidement. Enfin, des choses qu'un bon prof de paysage peut parfaitement expliquer, des choses totalement basiques. Et puis on a un travail de haies taillées aussi pour effacer au niveau du parking, un parking linéaire, 3 voitures, une haie taillée d'1,60 m. Hop, on ne voit pas un enfilade de bagnole. Des leçons qu'on trouve avant que les voitures arrivent, mais optiquement chez le nôtre. On continue. Voilà, en passant, on plante 87 arbres, alors que sur le site, il y en a beaucoup, beaucoup moins, et qu'on n'est absolument pas opposé à rencontrer les gens qui ont eu peur de la dénaturation du lieu ou d'une agression, ou au contraire peut-être une équipe qui se foutait absolument totalement de la question du paysage, ce qui est vraiment l'inverse pour moi. Je pense que le monde vivant aujourd'hui, et je pense même qu'en termes d'urbanisme, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, je pense que, et comme certaines villes américaines ont été faites au 19e, c'est-à-dire que le tracé paysager, pour moi, aujourd'hui, précède les formes urbaines et ou la dimension physique de l'architecture, ce qui n'a pas été le cas pendant le XXe siècle et ce qui a été évidemment une erreur gigantesque. Voilà, aujourd'hui, les choses s'arrangent. Je pense que la génération qui arrive, elle va colmater les brèches avec des outils différents, des outils HQE, des outils, une connaissance du monde vivant, et puis, à mon avis, une amélioration. Donc, on continue. Voilà, sans trop de commentaires, en passant dans le concours, vous voyez, on a sauvé des arbres qui n'existent, on a préservé des arbres qu'on avait enlevés, donc on a fait revenir des arbres qui existaient, et on s'approche. Voilà, si on revient en arrière, on sent le socle, la courbe tendue d'Almoudéver, hein, on le sent comme un travail de mémoire, les choses seront dessous. Donc on s'approche. Voilà, on a 2 façons, soit on monte vers le hall d'accueil, soit on descend, on passe sous le hall d'accueil et on va vers le parc. Mais aussi, on peut, en descendant, accéder à des amphithéâtres qui pourront servir, comme c'était demandé, à des associations ou à la ville, c'est-à-dire un accès indépendant de l'école dans un usage, comme tout amphithéâtre de 200 ou 300 places, peut être utilisé par une association de quartier ou autre manifestation de la région, de la ville et autres.
continue. Donc on s'approche. Et la question du dispositif optique est là est très importante, puisque pour nous, le hall, c'est le belvédère de tout le système. Donc, on revient en arrière, c'est le belvédère de tout le système, c'est-à-dire qu'on a à gauche le projet de Candilis rénové, et à droite, l'extension très peu émergente, et en face, le parc et le chemin qui mène vers le parc. On continue. Voilà, on a une partie qui descend vers les amphis, un grand espace d'exposition qui est à droite, et puis on avance et on va descendre dans la partie décaissée. On continue. On trouve la salle polyvalente qui est au milieu, avec une espèce d'amphithéâtre paysager, qui est un décaissé, qui est plus un travail de décaissé paysager que peut-être d'un usage, à voir. Spectacle, là, d'été, j'en sais rien, on verra. Il y a des plantations, évidemment, au milieu de ce grand jardin intérieur. Et puis, les ateliers se développent autour. Voilà, on continue. On s'approche et on commence à voir le béton. C'est un béton qu'on souhaite, avec des agrégats ocre rouge, donc on va regarder de très près des éléments de fourniture qui sont très proches, donc toujours cette idée de voir les agrégats où on pourra les trouver. On a un béton qui va être coffré et désactivé dans le coffrage, c'est-à-dire il y aura un désactivant dans le coffrage qui fera réapparaître les agrégats. C'est un béton bas carbone et c'est un béton qui sera par passe, c'est-à-dire par banche. Il y aura 3 passes pour lire, un peu comme fait évidemment un architecte comme par exemple Peter Zumthor au tout début de son travail. C'est un peu un précurseur de ce type de mise en œuvre. Et on aura ces tons ocre qu'on souhaite dans ce projet. Il n'y aura pas, par exemple, un revêtement de sol aussi étanche que celui que vous voyez. Ça, dans les discussions avec les utilisateurs, il faut qu'il y ait un maximum évidemment d'absorption, ainsi d'ailleurs que pour le parvis. Le parvis, il faut la minéralité, il faut la diminuer de plus en plus pour pouvoir faire boire les sols. Donc ça, c'est un sujet qui nous paraît absolument évident et juste. On continue. On se retrouve dans ce hall avec donc la vue sur le parc, l'université au loin, et puis on est une espèce de podium entre les deux systèmes. On continue. Voilà, on descend. Et on a dans les masses creusées de ce béton beige les entrées dans les amphis. On verra ça dans le petit film qui va conclure. On continue. On part vers un projet donc qu'on a voulu totalement désosser, c'est-à-dire qu'on a voulu faire non pas un learning center qui est un mot à la mode, mais en tout cas quelque chose qui regroupe toutes les fonctions communes, hein, bibliothèque, cafétéria, maquette, recherche, c'est-à-dire ce qui n'est pas la pédagogie, ce qui n'est pas le monde de l'atelier. Et c'est pour ça que ça nous paraissait très important que de retrouver des grandes auteurs et des effets de lumière superbes qui étaient, si on avait mis les petites maquettes en 3D, je suis sûr qu'on aurait obtenu, on aurait les petites maquettes d'origine, on aurait obtenu des choses semblables. Donc on s'approche et on trouve la cafette avec des transparences sur une topographie montante différente. On a revu la topographie toujours pour effacer les fonds visuels des bâtiments en face. Il y a déjà un début de topographie à l'extrémité arrière du projet, mais là on l'a un petit peu rapproché pour qu'elle cale les prolongements de sol, la trame de sol d'attente d'exploration des étudiants sur des éléments d'expérimentation qu'on peut porter. On continue. Voilà, la cafétéria a des prolongements extérieurs. Les associations sont en fond. Tout ça, ça forme un espèce d'univers qui nous semble important. On continue.
Voilà les atmosphères à partir du moment où les mezzanines sont supprimées, et donc dans les espaces de bibliothèque ou dans les espaces, on va évidemment garder le sol mythique de cette école, parce que ça c'est très très important, mais on a cette volonté de faire revenir une sculpture de lumière dans ce lieu, parce que c'est finalement, je dirais presque l'idéologie initiale de cette architecture tramée, aussi bien chez Kurokawa que chez Candide Shossik Woods, ou que chez d'autres, quelqu'un que je n'ai pas cité, comme Pete Bloom. On continue. Voilà. Quand on s'approche de la partie du centre de recherche, on a une mezzanine, on avance. Voilà, on a une mezzanine haute qui est en verre translucide, là, avec des grandes salles de réunion. Là encore, nous avions à gauche le parking, il est passé à droite parce que beaucoup de gens qui travaillaient dans la bibliothèque voulaient avoir une transparence arrière et pas sur les voitures. Donc voilà, dans la discussion, on a fait un parking beaucoup plus paysager qui efface la vue des voitures, etc. On continue. Voilà, les transparences se hiérarchisent, c'est-à-dire que on pense dans un premier temps avoir une partie plus domestique et à la fois en attente, avec de la végétation basse et des arbustes, tout truc très simple ou pas, et puis qui vont vers la topographie montante, avec des arbres, etc. On continue. Continue. Et travailler des choses très simples, des leçons de Lenôtre prises par beaucoup de paysagistes aujourd'hui, comme Terre ou autres, c'est-à-dire qu'une différence de niveau devient un banc. Une cinquantaine d'étudiants peuvent tout à fait s'asseoir, travailler. Des autres peuvent appuyer du bois sur les poutres extérieures et tenter des prolongements de travaux, comme c'est d'ailleurs le cas quand j'ai visité l'école. Il y a quelques années, il y avait des gens qui essayaient des choses, ou encore il y a 2 ou 3 ans, il y a des expérimentations extérieures qui étaient faites. Et ça, pour moi, ça ne nuit en rien à ce qu'on vous propose. On continue. On continue. Voilà, on repart dans l'autre sens pour vous montrer 2-3 petites choses. On continue. On continue. On continue. Et puis, quand on se balade à l'intérieur pour aller pour les ateliers, par exemple dans la partie haute, la spatialité pour nous, même si la mise en œuvre est simple, la spatialité pour nous est très importante. C'est-à-dire que tous les parcours pour aller chercher les ateliers sont autant de parcours qui spatialement offrent des vues différentes, des ambiances différentes, et surtout une forme d'intériorité qui nous semblait fondamentale. C'est-à-dire il y a une appropriation intériorisée de cette école, ce qui n'empêche pas, l'image suivante, d'avoir par exemple les ateliers bas. Les ateliers sont tous à la demande du programme, soit individuels, soit groupés par 2. Là, c'est le cas. Donc avec des éléments coulissants qui permettent de créer 2 ateliers par 1. Mais on voit bien que les talus par rapport à droite, qui rattrapent le sol de référence du parc, ne sont pas du tout et sachant que de l'autre côté, on a une transparence sur le jardin intérieur, ne sont pas du tout une contrainte. Je pense qu'au contraire, c'est une façon extrêmement discrète finalement de faire de l'architecture. On continue. Voilà, quand on viendra du parc, simplement, le vocabulaire est ultra simple, puisque les ailettes sont toutes pivotantes selon les questions d'ensoleillement. Donc on a un vocabulaire ultra simple, hein, c'est-à-dire portique, remplissage de matériaux biosourcés, ailettes en bois et avec les têtes en galva, et puis une enceinte et un portail qui peut se fermer de nuit, d'un côté comme de l'autre, pour que ce passage ne devienne pas de nuit quelque chose de dangereux. On propose qu'il soit fermé aux horaires
dès que voilà, ça s'est à gérer. On se recule et on se rend compte que dans le parc, le projet existe à peine. Et je pense que c'est l'un des grands sujets d'aujourd'hui. C'est l'architecture n'a pas une très bonne presse dans cette période de Covid, on le sait tous. L'urgence, tout le monde dit il y aura une architecture d'après. Construire aujourd'hui n'est pas une faute, mais est un danger pour beaucoup d'intellectuels et pour beaucoup de chercheurs. Et je pense que la question de la discrétion, la question de l'écologie du regard, la question de l'importance du monde vivant en échange avec le construit, me semble être les grands thèmes à venir, bien plus importants que des tours grotesques ou des bâtiments emblématiques totalement ridicules et chers. Je crois que j'ai tout dit. Alors, j'aimerais quand même que nos partenaires disent un mot sur... on termine par ce petit film qui dure même pas une minute. Alors c'était une demande du concours, ce qui n'est pas toujours évident de demander... voilà l'espace d'exposition qui est là. Donc on descend, on va chercher finalement un jardin intérieur, on ne sait plus quel est le sol de référence, on n'est pas dans un creux, on n'a rien d'enterré. Les ailettes de la salle polyvalente peuvent complètement pivoter, etc. Voilà la question de la mise en scène de tout le système, dans les deux sens, hein, dans un sens et dans l'autre. L'arrivée sur la cafette, l'espace associatif. Alors après, on peut discuter du tout blanc. On est ouvert, on est open à des discussions. On peut passer peut-être en bois, on va voir. Là, il y a des questions. Moi, j'étais pour un espace tout blanc, ombre et lumière. Mais avec le groupe, il faut qu'on arrive. Ça, c'est la descente parce qu'il y avait une inquiétude de nuit. Donc, voilà. Et la possibilité, c'est une possibilité d'entrer à gauche d'une manière totalement indépendante. Et je crois que c'est la dernière image. Et je voudrais passer la parole à nos partenaires sur quelques compléments techniques parce que je pense que, évidemment, l'exemplarité de ce projet doit rejoindre une des grandes spécificités de cette école, c'est-à-dire une volonté de plus que jamais de l'architecture d'après, liée évidemment à des questions HQE très importantes. Et donc, ensuite, sur des questions de ventilation naturelle, sur les questions du chauffage, sur les questions de l'intelligence du phasage, et puis sur les questions du calcul de l'impact du projet. Donc, je passe la parole à Lorna, et puis après, voilà. Oui, je pense que c'est bon. Alors, est-ce que ça marche? Très bien. Bonjour à tout le monde.
Je m'appelle Lorna Markham. Je travaille pour une société qui s'appelle IGIS, dans la filiale de Bâtiments Sud-Ouest de cette société IGIS. Je suis ingénieure. Je ne suis pas un architecte, ça veut dire que j'ai une perspective un peu différente sur le projet. Et je pilote une équipe de spécialistes sur les études de structure, les études climatiques, sur l'électricité, l'alimentation du projet et l'infrastructure qui est autour. Voilà. Je vais vous faire une présentation assez succincte sur 4 axes techniques qui sont clés pour le projet. Le premier, c'est la structure. On a la structure qui est à la fois fonctionnelle et bien sûr belle. Le deuxième, c'est le projet qui est efficace. Quand je dis efficace, je veux dire principalement en termes de consommation énergétique. Le troisième enjeu que je vais évoquer, c'est le confort dans le bâtiment. Il faut avoir les espaces qui sont confortables dans toute saison. Et le quatrième, c'est de réaliser un chantier sans impact sur le fonctionnement de l'école, qui a été évoqué par Pierre-Louis et qui est très important, voilà, pour votre utilisation du projet. Le premier slide sur la structure. La structure, c'est à la fois fonctionnelle et belle. Dans l'extension, comme Pierre-Louis il a bien expliqué, nous avons une structure qui est apparente en béton par carbone. C'est un système de poteau-poutre. Et cette structure-là, ça nous permet d'avoir une inertie thermique très importante dans le projet, que je vais vous revenir à ça plus tard. Ce béton, le béton étant un matériel qui est relativement lourd en carbone, en fait, nous proposons un béton qui est bas carbone avec un ciment qui est traité d'une certaine manière que Philippine, notre partenaire, elle va expliquer un peu plus sur le béton plus tard, avec les granulats qui proviennent des carrières qui sont locales. Dans l'existant, c'est un sujet de réhabilitation, de remise en valeur, de traitement de la structure existante et de réexposer, de déhausser en fait tous les systèmes, tous les réseaux qui sont actuellement dans le bâtiment Candélis et Malebranche. Et ce que nous proposons de faire, de les intégrer en fait sur le dallage pour mettre en valeur les volumes. Le deuxième enjeu que j'avais évoqué, c'est un projet qui est efficace. En termes d'efficacité énergétique, on a une enveloppe sur l'extension de haute efficacité thermique. Vous voyez une image à gauche, ça c'est notre simulation. On est à la phase avant-projet sommaire, mais on commence déjà à faire les simulations très précises du projet pour estimer la consommation énergétique et pour définir avec les architectes et nos partenaires en fait la performance de chaque élément, les fenêtres, la toiture, l'isolation, pour juger des différentes options qui sont possibles. Dans le bâtiment Candélis et l'extension de ce bâtiment, le Malebranche, on regarde également en fait avec beaucoup d'attention le traitement thermique de ce bâtiment. Nous proposons une amélioration très importante de ce bâtiment pour le rendre plus confortable en hiver en tant qu'en été, avec une réfection totale de la toiture pour améliorer le niveau d'isolement et aussi de remplacer toutes les fenêtres pour le rendre plus efficace. Ce que vous voyez l'image à droite, en fait, c'est les calculs que nous avons faits sur les ponts thermiques dans l'existant. On fait ces calculs sur le bâtiment existant, ainsi que bien sûr pour l'extension, pour regarder comment ça fonctionne et pour voir ce qu'on peut faire pour améliorer cette performance. Et le troisième sujet sur le projet qui est efficace, c'est nous ne proposons pas un système de climatisation active dans la plupart des volumes, en fait. Dans tout ce qui est atelier, administration, c'est pas proposé. Et je vais vous expliquer ce qu'on propose pour assurer le niveau de confort. Il y aura de la climatisation dans les amphithéâtres, parce que ça devient obligatoire, et aussi les salles d'informatique. Voilà.
les calculs dont j'ai évoqué à l'instant, en fait, ça nous permet d'évaluer notre niveau de consommation énergétique à cette phase. Cette évaluation, en fait, c'est sur le label E+C-. Et nous avons atteint, ou à ce stade, nous avons atteint le niveau E3, qui est quand même très très bien pour un projet. Surtout le fait que nous n'avons pas besoin en fait d'ajouter les panneaux photovoltaïques sur le projet. Nous avons un projet qui est vraiment fortement orienté sur la conception bioclimatique. Et c'est pour cette raison qu'on atteint ce niveau sans avoir besoin d'ajouter plus de technologie en fait. C'est un projet qui est simple dans ce sens. Le troisième axe que je voulais évoquer, c'était un bâtiment qui est conçu d'être confortable en toute saison. La première chose en fait qu'on a fait en fait la conception de ce bâtiment avec une inertie thermique qui est très forte. Et ça nous gagne en fait énormément en termes de système qu'on peut éviter ajouter. En fait, le bâtiment étant partiellement intégré, comme Pierre-Louis il a bien expliqué l'aspect architectural en fait de ça, mais pour l'ingénieur c'est très intéressant aussi parce que ça nous permet d'avoir la terre qui va entourer un peu notre bâtiment, qui va le rendre plus confortable en hiver ainsi qu'en été. Au-dessus de ça, en fait, on a notre structure qui est apparente. Ça nous laisse en fait une inertie thermique qui est apparente dans le volume pour absorber la chaleur en été. Et on a des parois entre les volumes qui sont pas en béton, mais qui seront en terre crue, en fait, en briques terre crue, qui sont massives. Et ça nous permet aussi d'avoir une surface pour absorber cette chaleur en été. Et vous voyez, en fait, il y a les deux petits schémas à droite d'un bâtiment, comment ça se comporte un bâtiment à faible inertie. Le premier en haut, où la température à l'extérieur, qui est en vert, à la température intérieure, en fait, la température à l'intérieur, ça suit assez prochement, en fait, la température à l'extérieur. Il y a peu d'amortissement entre les deux. Et en bas, le bâtiment à forte inertie, en fait, où vous voyez un amortissement en termes des pics de température, mais aussi un déphasage. Et c'est très important, ces déphasages, parce que ça décale les pics. Et ça, lié avec un système de ventilation par la nuit, en fait, ça nous laisse évacuer cette chaleur qui a accumulé pendant la journée, en fait, de la ventiler. Et on arrive avec les températures qui sont beaucoup moins élevées et on n'a plus besoin, en fait, de climatiser. Ce qu'on propose au lieu d'une climatisation, c'est un système de ventilation mixte. C'est-à-dire, il y a une ventilation naturelle, on ouvre les fenêtres, c'est ça, avec les passages d'air en fait entre les ateliers ou les bureaux et le couloir, et après on peut avoir une ventilation naturelle qui traverse le bâtiment pour tout le temps en fait que la température extérieure c'est raisonnable entre 18 et 28 degrés. Nous proposons aussi éventuellement les brasseurs d'air pour élargir en fait cette bande de température qui est permissible, juste pour créer un peu de mouvement d'air. Et quand on n'est pas entre 18 et 28, en fait, on a une ventilation mécanique qui va démarrer avec les caissons adiabatiques, qui est un moyen de réduire la température, en fait, qui introduisent dans les pièces sans utilisant de l'énergie. Ce n'est pas une climatisation, en fait, c'est un humidificateur qui va, par le moyen adiabatique, en fait, on introduit de l'eau dans le rejet, en fait, et via un récupérateur d'énergie, ça va rafraîchir le air de soufflage. Ça va nous gagner quelques degrés pour la saison estivale où on a les températures qui sont beaucoup plus hautes. Et pour analyser tout ça, pour vérifier que ça va fonctionner, on fait les calculs d'analyse
dès ce stade en fait, du projet, même très tôt, pour vérifier que le projet architectural, ça avance dans le bon sens. Nous avons fait cette analyse de conformité en utilisant le diagramme de Givoni. Cet diagramme, en fait, en axe Y, c'est la température, et en axe Z, c'est l'humidité, en fait, et ça nous donne une zone de confort. Ça veut dire dans cette zone, ça reste confortable, on a un peu de marge. Et tous les petits points que vous voyez en bleu, c'est toutes les heures en fait, de la simulation dans la saison estivale. Et on utilise ce diagramme pour vérifier qu'on est à moins de 2,5% du temps hors la zone du confort. Ça veut dire qu'il y a un petit dépassement, mais ça reste tout à fait acceptable en termes de niveau de confort. Et ça, c'était quelque chose qui était défini dans notre programme fonctionnel et on a vérifié qu'on est bien dans cette limite-là. Le quatrième sujet que je voulais évoquer, c'est un sujet qui est sur les aspects de réseau et d'alimentation et de fonctionnement de l'école. Nous avons une chantier, en fait, nous proposons un projet qui peut mettre un chantier de poursuivre les travaux sans impact à l'école. L'école, ça peut rester totalement en fonctionnement normal pendant tous les travaux. Puis lui, il a évoqué le phasage, qu'on a la première tranche des travaux, c'est de construire l'extension. Préalable à cette phase, on a des réseaux à dévoyer. Ça veut dire, ce que vous voyez sur l'image, c'est il y a un petit carré en rouge sous l'extension, c'est le transformateur et la sous-station du chauffage urbain, en fait, notre point de connexion sur le réseau urbain qu'il faut qu'on dévoie avant de réaliser notre extension. Ça veut dire qu'il y a en fait une tranche zéro de travaux préparatoires. Ces locaux techniques vont être construits en fait dans la proximité du bâtiment Candelis. Ils vont continuer à alimenter le bâtiment Candelis, l'extension Malebranche et le bâtiment Almedever pendant la réalisation de l'extension. Et éventuellement, en fait, l'extension, ça va rentrer en service, on va réceptionner cette partie du projet. Et les travaux de curage et de démolition va poursuivre en fait dans la partie existante. Et cette stratégie, on fait les études assez précises sur tous ces sujets de réseau pour assurer que vous n'avez pas d'impact de votre fonctionnement, vos activités pendant ce chantier. Et ça, c'était mon dernier slide. Je vais passer le relais à Philippine de Itamine sur la partie carbone. Bonjour à tous. En attendant que ma présentation arrive, je vais me présenter. Donc, Philippine Blavier, je travaille dans le bureau d'études Etamine. Donc, nous, on est un bureau d'études spécialisé dans la HQE, haute qualité environnementale. Et sur cette opération, notre mission est principalement tournée autour de l'impact carbone et du confort des usagers. Donc l'opération, elle est soumise au label E+C-, donc je vais rappeler brièvement ce que c'est. Le label E+C-, en fait, c'est une démarche expérimentale collective qui est menée depuis 2016 en vue de la RE 2020, qui a pris un peu de retard, qui sera applicable uniquement à partir de janvier 2022. Et le but de cette démarche était justement de tester les indicateurs, de tester la démarche, pour que la RE 2020 se mette en place de manière plus naturelle pour tous les acteurs de la construction. Donc, comme Lorna l'a expliqué, le bâtiment, énergétiquement, il est très performant. Donc, le label E+C-, c'est E+, pour la performance énergétique et C- pour moins de carbone. Donc, sur la partie énergétique, Lorna l'a déjà expliqué, on atteint le niveau E3. Et donc, moi, je vais vous détailler un peu ce qu'on a mis en place sur la partie C-, qui est donc l'impact carbone du bâtiment. L'impact carbone du bâtiment, il est estimé à partir de 4 postes, qui sont les matériaux, l'énergie qui est consommée pendant la vie du bâtiment en exploitation,
l'eau qui est consommée en exploitation également, et la phase de chantier. Le label impose 2 seuils, donc le seuil pour la partie matériaux et le seuil total qui est la somme des 4. Donc sur la partie matériaux, en fait, on va faire un calcul qu'on appelle un ACV, une analyse de cycle de vie, qui est finalement un calcul assez simple dans la théorie, puisqu'on vient multiplier chaque matériau par sa quantité par un impact carbone. La difficulté, c'est plutôt d'avoir les données pour chaque lot et notamment l'impact carbone de chaque matériau. On va étudier donc 14 lots qui sont présentés sur la slide à l'aide donc des quantitatifs et de différentes fiches qui sont répertoriées sur une base qu'on appelle la base IGNES. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais cette base IGNES, c'est quelque chose qui est en train de se développer, enfin qui existe depuis une quinzaine d'années, mais qui se développe de plus en plus et qui sera utilisé quotidiennement à partir de l'application de la RE 2020. Donc, on est vraiment dans de l'anticipation de cette nouvelle réglementation avec le bilan carbone qui est effectué sur l'opération. Donc, rapidement, je vais un peu donner les principaux efforts qui ont été faits sur notre projet par rapport à d'autres pour limiter l'impact carbone. Donc c'est tout d'abord sur le lot VRD. Ça peut vraiment être un lot qui peut être très important en termes de carbone si on vient imperméabiliser de manière non contrôlée. Comme l'a présenté Pierre-Louis, on est vraiment dans un projet vert, le moins imperméabilisé possible. Donc, ça a été ça qui a permis de limiter ce poste sur notre projet. Ensuite, sur les lots fondations et infrastructures, donc, le parti pris du projet, ça reste un projet en béton, puisqu'il est enterré, qu'on vient utiliser l'inertie du sol, l'inertie de ce béton pour le confort d'été. Néanmoins, on le sait, le béton, c'est quelque chose qui est très carboné, notamment à cause de 2 effets. Le premier qui est le ciment, puisqu'il nécessite une combustion très forte, ce qui implique un impact carbone important, et l'utilisation d'agrégats qui peuvent prévenir de loin et donc un transport important. Donc on va jouer sur ces 2 leviers avec l'utilisation d'agrégats issus de carrières locales et l'utilisation d'un ciment bas carbone. Donc voilà, aujourd'hui, on est encore qu'en phase APS, donc il y a un gros travail là-dessus, mais en tout cas, c'est la démarche qu'on va mener. Donc ensuite, on a mené vraiment le travail sur chaque lot en réfléchissant à utiliser les matériaux avec l'impact carbone le plus faible, tout en restant dans l'esprit architectural. Donc par exemple, sur l'isolation, on va vraiment utiliser au maximum de l'isolation biosourcée avec un impact carbone carrément négatif, puisque le carbone aura été absorbé pendant la croissance du bois, puisqu'on va utiliser a priori de la laine de bois. Et tant que le matériau est présent dans le bâtiment, c'est un carbone qui est stocké jusqu'à sa fin de vie. Idem pour les façades, on va privilégier au maximum les menuiseries en bois, donc pareil avec un stockage de carbone. Et enfin, un poste auquel on ne pense pas forcément, mais qui peut avoir un impact très important, c'est tout ce qui est fluide frigorigène. Même si on progresse de plus en plus sur ce sujet, c'est des substances qui, si elles sont libérées dans l'environnement, ont un pouvoir à effet de serre très très important et donc un équivalent d'impact carbone très important. C'est pourquoi on va travailler sur le choix du fluide frigorigène pour choisir... déjà, on limite fortement le fluide frigorigène avec l'absence de climatisation. Et sur les peu d'espaces climatisés, on va faire un travail sur le choix de ce fluide frigorigène. Donc, dès la phase APS, on a estimé le poids carbone lot par lot. Ça reste une estimation parce que, comme je l'ai expliqué, il faut vraiment qu'on ait tous les quantitatifs, toutes les fiches, et c'est quelque chose avant la PD ou le Pro. C'est difficile d'avoir toutes ces données. Néanmoins, avec notre retour d'expérience depuis 3-4 ans, on commence à pouvoir estimer en fonction du projet. Donc aujourd'hui, le niveau C1 sera atteint grâce à tous les éléments qui ont été énoncés. Et dans tous les cas, c'est un objectif qui devra être atteint et on travaillera pour dans les phases ultérieures.
Donc, comme j'ai expliqué au début, il y a l'impact des matériaux, mais il y a aussi l'impact de l'énergie qui est utilisée pendant toute la vie du bâtiment. Donc, le premier levier, c'est bien évidemment de construire un bâtiment sobre en énergie pour en consommer le moins possible, parce que, comme on le dit toujours, la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Et ensuite, on a la chance à l'école d'avoir accès à un réseau de chaleur qui est issu d'énergie de récupération d'incinération des déchets. Donc c'est considéré comme une énergie renouvelable puisqu'on vient réutiliser quelque chose qui serait normalement enfoui. Et donc aujourd'hui, 100% de la chaleur qui sera utilisée sur le site sera issue à 99% d'énergie renouvelable, avec un impact carbone très faible puisqu'il est de 0,001 kg équivalent CO2 par kilowattheure versus 200 fois plus par exemple pour du gaz. Ensuite, donc le principal enjeu de notre mission, c'est l'impact carbone, mais on travaille aussi sur d'autres aspects de la qualité environnementale en partenariat avec Aegis et bien sûr par l'UFALOCI. Et donc, on a, dès l'APS, regardé le sujet du confort lumineux avec un indicateur qui s'appelle le facteur de lumière du jour, qui est un indicateur qui permet de calculer la fraction de lumière naturelle reçue dans la pièce. Il faut savoir que des objectifs nous étaient donnés dans le programme, donc on vient vérifier l'atteinte de ces objectifs dans différentes pièces. C'est un travail qui sera continué en phase APD sur l'ensemble des locaux du projet, mais voilà, à ce stade, les objectifs sont respectés.